Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en guerre. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan. That is not happening. It's insulting to the women of America. She doesn't have a plan. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui êtes-vous pour nous poser des questions de cet ordre? Vous n'êtes pas nos juges. Nous vous méprisons. I probably took a bullet to the head. I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. Et qui dit ça? Un pandore à moitié analphabète. We will make America great again. God bless you and good night. Be proud of you because you can do what we want to do. Nous sommes en guerre. War, comme on dit du côté de l'outre-Atlantique. Et oui, écoutez, pour vous, éditeur Sud Radio, pour vous, eh bien, j'ai veillé de 3h à 5h du matin pour écouter en direct le débat Kamala Harris, Donald Trump. Vous allez dire, ouais, écoutez, ça ne nous concerne pas, c'est les États-Unis, en quoi ça nous concerne ici? Si, ça nous concerne beaucoup, parce que beaucoup de décisions qui sont prises là-bas, ou en Russie, ou en Chine, nous concernent directement dans notre vie quotidienne, et vous le savez très très bien. Alors on va essayer d'analyser ce qui s'est passé là hier, et c'est hier pour les États-Unis, très intéressant pour la suite des événements. Et n'oubliez pas, le 5 novembre, ça va être sans doute les élections les plus importantes de ces 10 ou 15 dernières années, peut-être les suivantes. Et puis, on va parler de cette chose horrible, ces viols, vous savez, ces viols qu'il y a eu à Mazan, vous savez, où je sais pas comment la qualifier, une ordure, un type, je sais pas, qui droguait sa femme, et quand elle était inconsciente, il l'a livré pendant 10 ans à des dizaines d'hommes qui venaient, la violer, en toute tranquillité et en toute impunité, chez eux, à la maison. À quel niveau ça se situe, ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une tête, il y a encore des neurones, il y a encore quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler. On va essayer de comprendre avec la psychologue Marie-Estelle Dupont. Et ensuite, nous allons évidemment les perles, vous savez, ces perles, Delphine Arnault, la PDG de France Télévisions, la théoncodiste afghane qui est à Paris et qui se fait harceler à tous les niveaux. Et puis, alors, suite à, vous savez, la lecture de Sébastien Delogu, la France insoumise, il y a quand même des paroles un peu partout qui ne se perdent pas. On va en parler. Et puis, enfin, la sexualité à l'école, c'est quoi ? C'est l'éducation sexuelle ou la sexualité dans l'éducation? On en parle avec Sophie Audugé, qui est déléguée générale de SOS Éducation, et une enseignante, Lisa Kamen-Hirsig. Très bien enseignée, mais où et comment et qui pose les critères? Français, je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé hier, entre 3h et 5h du matin? Eh bien, le premier débat entre Donald J. Trump et Kamala Harris, tous deux candidats à la présidence de la République des États-Unis d'Amérique. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Oui, André, un débat qui était très attendu aux États-Unis, mais aussi, on peut le dire, dans le monde entier. Ça s'est tenu cette nuit à 3h du matin, heure française, et c'était donc le premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Des élections qui se tiendront le 5 novembre prochain. Alors, vous l'avez regardé, André, vous êtes levé, vous avez veillé, et qu'est-ce que vous en avez retenu ? Écoutez, j'en ai retenu que effectivement la carte n'est pas le territoire. Je veux dire, entre ceux qu'on avait, vous savez, il y avait deux images. On se disait, Kamala Harris, elle ne donne plus une interview, elle a donné un débat à CNN avec des gens très précautionneux avec elle, très pour elle, et c'était pas fabuleux. Et on s'est dit, alors les Trumpistes disaient, vous allez voir, elle va n'en faire qu'une bouchée, il va n'en faire qu'une bouchée. Les Harris disaient, non, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Et en fait,
C'est très intéressant parce que c'est très mitigé. Quelque part, elle a résisté. Et lui, vous savez, c'était très amusant dès le début. Il faut toujours voir la posture, le langage des corps, le langage des regards, etc. Parce que c'est aussi important, ou presque, que ce qu'ils se disent. Et alors, Kamala Harris était fixée sur lui. Elle avait vraiment les yeux fixés sur lui en permanence. Lui, il ne la regardait pas. Il ne l'a jamais regardé pendant 1h30. Il faisait un peu vieux Lio Bougan en se disant « Qu'est-ce que je fais là ? Mais je serais mieux d'aller à mes meetings. Qu'est-ce que je m'emmerde, mais quand même, bon. » Et en même temps, il avait ses coups de patte, et ses coups de patte étaient très forts. Alors, ils ont parlé de tout. Immigration, insécurité, avortement, la guerre Russie-Ukraine, le Moyen-Orient, évidemment la guerre du Moyen-Orient, tout le reste, les bilans... Et puis les plans, mais alors les plans, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus flou, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je regardais la réaction de Elon Musk. Elon Musk, vous savez, SpaceX, X-Twitter, justement, dans sa plateforme, il dit, effectivement, d'abord, il dit, j'ai pas l'impression que les journalistes qui modéraient le débat, j'adore l'expression modération, qu'est-ce que ça veut dire là, en l'occurrence, incontestablement, c'était ABC News. ABC News appartient à Disney, et ils étaient, ils avaient pour Kamala Harris les yeux de chimène, quoi. Ils ont posé beaucoup de questions de fact-checking à Trump en disant oui, mais vous avez dit ceci, vous avez dit cela, etc. Alors que c'était vraiment pas le cas pour Kamala. Bon, ça c'est vrai. Mais Kamala Harris a effectivement résisté, elle attaquait en permanence. Elle disait que Trump n'est pas à la hauteur, que je connais beaucoup de militaires américains qui ont travaillé avec vous, Monsieur Trump, et qui trouvent que vous êtes un rigolo. Beaucoup de républicains ne sont pas avec vous, etc., etc., etc. Mais Elon Musk dit quelque chose, je veux dire, je partage assez. Il dit bon, mais cela dit, pour faire les choses, pour accomplir les choses, pour acter. C'est pas simplement dire oui, on va retrouver le bonheur de l'Amérique, on est très 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 bien, voilà, retrouvons cette Amérique unie, vous Trump vous divisez, tandis que moi Kamala Harris, je veux unir tout le monde dans le bonheur et la liberté retrouvée. Et il dit mais alors les actes, quand il s'agira de faire le job, Elon Musk dit je crois que Trump fera un nettement meilleur job que Kamala, parce que, et c'est la question, et là j'arrive à la conclusion, ce qui était peut-être le non-dit, mais il a été dit, quand je dis le non-dit, la ligne rouge peut-être de ce débat, c'est qu'à un moment donné, il psalmodiait Trump, il a dit mais attendez, vous faites ça, vous avez laissé rentrer des millions d'immigrés comme ça, clandestins, par la frontière mexicaine et autres, et puis vous dites maintenant que je veux arrêter, vous dites maintenant qu'on est prêt à effectivement extraire encore plus de gaz de schiste et compagnie. Et il dit mais pourquoi vous avez dit le contraire? Pourquoi vous n'avez rien fait pendant 3 ans et demi? Pourquoi? Et c'est vrai, c'est ce pourquoi qui est quand même une épine un peu dans le pied de Kamala Harris, c'est que elle était au pouvoir, en tout cas Biden, et elle en tant que vice-présidente, a été au pouvoir pendant presque 4 ans, et de ce point de vue-là, je dois dire que ça n'a pas été fabuleux. Mais on ne peut pas dire que c'était concluant. D'ailleurs, ce n'est jamais un débat qui fait la décision, on le sait très bien, on le sait en France, on le sait aux États-Unis. Mais ce qui était intéressant, c'était que vous savez, c'était chacun parlait et le micro de l'autre était fermé. De temps en temps, on les entendait. C'est amusant parce que Trump a repris à Kamala Harris en disant oui, écoutez, laissez-moi parler, parce qu'elle avait dit toujours laissez-moi parler, etc. Donc c'était une espèce de, je dirais, de duel entre deux personnes qui sont pas, effectivement, qui ne boxent pas dans la même catégorie, mais qui, encore une fois, aucun des deux n'a cédé. Et c'est d'autant plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que l'histoire s'écrit aussi par défaut et par le débat. Pourquoi Kamala Harris est aujourd'hui ici, et c'est elle qui se présente? Parce qu'il y a eu un débat il y a 2 ou 3 mois, 2 mois je crois, entre Trump et Biden, qui devait se représenter, qui s'est représenté, qui a été élu par des millions d'Américains démocrates
pour être candidat à la présidence 2024, c'était lui. Et il y a eu ce débat catastrophique pour lui, et là, les démocrates ont dit, c'est plus possible. Et n'oubliez pas, il a été sorti. C'est pas un coup d'État, mais il a été sorti par la porte de service, il est descendu l'escalier de service, et pour être remplacé par Kamala. Donc c'est intéressant, parce que c'est un duel, non pas à fleur et moucheté, mais c'est un duel à front renversé. C'est-à-dire Trump, qui avait été éliminé en 2020, essaye de revenir par la grande porte, et Kamala Harris, qui avait été éliminée, s'était présentée à la présidentielle 2020, a été éliminée tout de suite, elle n'existait plus, elle a été nommée vice-présidente, et voilà, et elle se bat. Donc, c'était vraiment passionnant à voir, à la fois par ce qui se disait, par le langage des corps, par la pugnacité de Kamala Harris quand même, et par le côté des uppercuts, des jabs, des punchs que lançait Donald Trump, dont le plus fort, et je vous l'ai dit, c'était qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 ans et demi, et il a fini par ça, simplement. Et il a dit, mais attendez Kamala, là on perd son temps, là ça fait 1h30 qu'on bavasse. Pourquoi on ne va pas tous les deux? Et pourquoi vous n'allez pas à la Maison-Blanche? Est-ce que Biden est à la Maison-Blanche? Parce qu'aujourd'hui, il est encore président des États-Unis. Allons à la Maison-Blanche et signons le décret pour fermer les frontières du Sud à ces millions et dizaines de millions d'immigrants que vous faites rentrer. Pourquoi vous les faites rentrer? On sait très bien, vous les transformez en électeurs. Voilà. Passionnant, et on aimerait quand même qu'il y ait des débats aussi, en tout cas virulents, chez nous. J'espère qu'il y en aura. Et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On va maintenant, après Born USA, on va parler à Born et Violated, violé à Mazan. Oui, une affaire terrible. sordide. On en parle tout de suite avec Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne. Une histoire plus que minable, une histoire terrible, une histoire qui s'est passée en France. Écoutez. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Salut Poulette. C'est qui? T'inquiète, tu me connais pas, mais moi je te connais. Birkin, bien sûr. Et le titre, mais on ne peut pas vous donner tout, il faudrait toute la chanson. Raccrocher, c'est une horreur. Raccrocher, c'est une horreur. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est évidemment autrement plus terrifiant. À Mazan, depuis près d'une décennie, Gisèle Pellicot était droguée par son mari, qui proposait ensuite de livrer son corps inconscient à de parfaits inconnus. Depuis près d'une décennie, Gisèle Pellicot n'en a rien vu jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Son mari est interpellé parce qu'il filmait sous les jupes de clients d'un supermarché de Carpentras. En perquisitionnant son ordinateur portable, les enquêteurs découvrent un dossier baptisé Abus. Celui-ci contient, écoutez bien, résident de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, celui-ci contient pas moins de 20 000 photos et vidéos de sa femme, inerte, agressée par des individus profitant de sa léthargie. Au moins 92 viols ont été dénombrés. Voilà, elle découvre cela dans une salle de commissariat, etc. Voilà, Dominique Pellicot recruté et les candidats sur un site. Eh bien, ce qui est, je veux dire, intéressant, ce qui est plus qu'intéressant, révélateur, mais de quoi, de quels abîmes? C'était pas des monstres qui arrivaient, hein. Il y a eu des personnes, eh bien, des artisans, des retraités, sapeurs-pompiers, journalistes, chauffeurs-livreurs, gardiens de prison. Certains sont célibataires, d'autres pères de famille. Ils étaient astreints à un protocole strict, se déshabillaient dans la cuisine, se lavaient les mains à l'eau chaude, avoir les ongles propres.
tout pour que sa femme ne se réveille pas. Bien sûr, il n'y a aucun soupçon au réveil. En revanche, aucune précaution n'était prise quant aux maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, pendant 10 ans, Gisèle Pelicot ne s'est doutée de rien. Elle souffrait de problèmes des gynécologiques, d'absence de mémoire. Son entourage suspectait un début d'Alzheimer. Et puis voilà. Et puis, depuis avant-hier, c'est le procès. Et Gisèle Pelicot n'a pas voulu, au contraire, le huis clos. Elle a dit non, tout doit se savoir. Alors, quand on entend ça, Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes psychologue. On se dit, bon, c'est quoi ? C'est un fait divers, mais au-delà de ça, moi je me dis, au-delà de dire qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui livre comme ça sa femme en la droguant pendant 10 ans et en appelant des gens, écoutez, venez, voilà, il y a ma femme qui est là, profitez-en, et puis voilà, des gens, allez, j'allais dire comme vous et moi, je ne sais pas si c'est la banalité du mal dont parlait Hannah Arendt, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose là ? Oui, alors cette référence à la banalité du mal d'Hannah Arendt, effectivement, elle nous est tous venue à l'esprit parce que c'est le surgissement de la barbarie et de l'horreur dans un entourage insoupçonnable. Donc ça fait bouger nos référentiels, ça fait bouger nos croyances, notre besoin d'être un peu dans le déni que le mal existe pour arriver à vivre au quotidien. Et en réalité, on sait bien que la majorité des viols sont commis dans un entourage proche, en fait, et que très souvent, on connaît l'agresseur. Ouais. Alors, ce qui est stupéfiant, évidemment, là, c'est à la fois la durée des faits sans être dénoncés et l'aspect quantitatif, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il y ait autant d'agresseurs sans que jamais un homme, voyant passer l'annonce, ne pense à dénoncer. Alors la défense dit, mais on croyait que c'était du libertinage, qu'elle était consentante, etc., etc. Je pense qu'aucun adulte, à moins d'être débile profond, ne confond une femme consentante et une femme inerte qui n'est pas endormie. Elle était quasiment dans le coma, c'est-à-dire que les doses qui lui étaient administrées à la fois de Temesta, d'antalgiques, d'antihistaminiques, parce qu'on sait que les antihistaminiques, ça rend somnolent, était telle qu'elle n'était pas comme quelqu'un qui dort. Elle était véritablement dans un état très léthargique. Donc, personne ne peut confondre. Comment c'est possible ? Personne n'a réagi. Enfin, personne s'est dit après, mais je suis allé là-bas, mais c'est pas possible, je vois ça, je peux pas rester là. Enfin, c'est étonnant, quoi. Oui, je crois que c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a deux choses qui sont effarantes et qui font que les journalistes ont employé le mot hors norme, mais finalement, attention à hors norme, parce que malheureusement, ce hors norme circule dans la vie, en fait, de potentiellement de tout un chacun. C'est à la fois ce que je disais tout à l'heure, le côté énorme, et puis le côté stupéfiant de cette lâcheté multiple de tous ces gens qui, de près ou de loin, ont vu ou participé et à aucun moment ne se sont mis dans une posture d'être secourables, de se dissocier de ça, de refuser d'être complices. Et que ce soit Hannah Arendt ou d'autres auteurs, beaucoup ont souligné que finalement le mal ne progressait que par le silence des honnêtes gens. Et donc je pense qu'on est tous stupéfaits dans cette histoire par la dimension de lâcheté d'un environnement silencieux, enfin d'hommes silencieux, quand ils arrivent dans la maison et où on leur dit au moindre mouvement de Gisèle, il faudra vous retirer. Là, il n'y a plus aucune confusion possible avec du libertinage et un couple qui pratique le triolisme en étant consentant. Voilà. Alors vous me dites comment c'est possible? Ça s'appelle la perversité, hein. C'est pas une énigme, hein. La perversité, elle avance jamais à visage découvert. Bien sûr. Cet homme avait des déviances et des perversités sexuelles multiples. Il était excité par le fait de voir sa femme prise par d'autres hommes. Ça s'appelle le candolisme. Il était somnophile, donc c'est-à-dire que le fait qu'elle soit inerte augmentait son sentiment de toute puissance et de jouissance. C'est-à-dire, plus elle était inerte, plus il sentait de pouvoir. Enfin, il avait le pouvoir sur elle, quoi. C'était ça. Oui, c'est-à-dire, je crois que ce sont des profils, si vous voulez, qu'on ne peut absolument pas comprendre si on essaye de penser les choses à l'aune de la sexualité. Il ne s'agit pas de chercher un plaisir érotique. On est dans le registre de l'emprise. C'est-à-dire que ce qui lui procure du plaisir n'est pas
l'acte sexuel. Ce qui lui procure du plaisir, c'est le sentiment de toute puissance et de pouvoir faire de sa femme à l'extrême un objet, c'est-à-dire un appât sur les réseaux sociaux, et ensuite, de par son état léthargique, un objet manipulable à l'envie. Et d'ailleurs, quand sa fille, Caroline, tombe sur une des toiles qu'il a peintes en août 2016, au moment où il y a l'interpellation il y a quelques années, elle voit que sur ce tableau où il y a une femme nue, à l'arrière, il a écrit l'emprise. Donc on comprend bien que le référentiel non pervers de la sexualité ne peut pas fonctionner. On est dans le registre du contrôle et de l'emprise. Et alors, justement, Marie-Estelle Dupont, c'est ce sentiment, on se dit, cette femme, elle a servi de déversoir, enfin au sens le plus terrible du terme, pendant 10 ans. Et encore une fois, vous parlez de ça, ce qui est étonnant, c'est la durée. 10 ans. Et on se dit 10 ans, alors effectivement, ça peut arriver, oui, ça se passe dans une maison, c'est le mari qui organise ça, les gens qui sont là ne vont évidemment pas en parler soit parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, soit parce qu'ils ont trouvé eux-mêmes leur petite satisfaction, soit par honte, soit autre. Mais quand même, 10 ans, c'est fasciné aussi par la longueur de ce qui s'est passé, enfin le temps. Oui, d'autant qu'on se pose la question de se dire mais comment pendant 10 ans sur le plan strictement physiologique cette femme a résisté en fait, parce que pour qu'elle ne se réveille jamais, pour qu'elle ne comprenne jamais, pour que il fallait des doses administrées tellement élevées, on se demande comment d'un point de vue vraiment très physiologique, son corps a pu supporter des doses aussi importantes sans qu'à un moment donné il y ait un accident cérébral ou un accident cardiaque. Il y a ça qui stupéfie, et puis du coup c'est là qu'on comprend qu'on est bien dans une logique de perversité. Il a pas l'excuse de la maladie mentale, cet homme. Il est extrêmement organisé pour se procurer les antalgiques et les médicaments, organisé pour faire venir les hommes, organisé pour maintenir le silence, et puis très organisé dans le contrôle qu'il exerce sur sa femme, c'est-à-dire quand elle va chez le médecin, chez le gynécologue, chez le généraliste en disant j'ai une fatigue chronique, des trous de mémoire, etc. Il est toujours là. Et il fait ce que tous les pervers font. Il fait du gaslighting et de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'il lui dit, franchement, je me demande ce que tu fais de tes après-midi pour avoir des infections sexuellement transmissibles. Et là, on est vraiment dans la perversité. Oui, parce que c'est ça, elle a eu des maladies en plus. Oui, elle a eu Elle a eu des soucis gynécologiques, bien évidemment. Et donc, il pousse la perversité jusqu'à dire devant le médecin, je me demande ce que tu fais de tes après-midi. Ouais. Alors pour le moment, il est malade, il n'a pas encore pu témoigner, il va en principe témoigner demain ou après-demain. Mais encore une fois, c'est vrai, quand vous dites, c'est pas la question du hors norme, c'est que quelque part, je dirais, la marche fait partie de la page, Marie-Estelle Dupont. Le hors norme fait quelque part, et c'est à la fois intéressant, et préoccupant, fait partie d'une certaine norme. C'est-à-dire que là, on est frappé effectivement par l'ampleur du phénomène, mais la question de la soumission chimique, c'est quelque chose qui par définition passe sous les radars, parce que quand vous êtes drogué dans un cadre festif avec du GHB, dans un cadre familial avec du Temesta, etc., comme c'est arrivé à certaines de mes patientes victimes d'inceste notamment, qui étaient droguées pour qu'il n'y ait pas de souvenirs, par définition, en fait, l'altération de la mémoire fait que vous ne risquez pas de porter plainte. Donc ces viols-là ne rentrent en général pas dans les statistiques. Et là, en fait, si la police n'avait pas poussé le travail au moment d'un délit finalement mineur à côté de cette horreur qui était de filmer sous les jupes des filles, ça aurait pu continuer encore un certain temps. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle met au jour que la question de la soumission chimique, finalement, c'est pas quelque chose de si rare que ça. Et que on ne soupçonne pas son mari à qui on consent des rapports de peut-être être le prédateur, mais il arrive que dans le cadre familial, effectivement, il y ait ce type de pratique. Et des femmes, il y avait une affaire l'année dernière avec un élu, je crois, qui avait mis de la drogue dans le verre, dans le verre d'une assistante parlementaire. Une assistante parlementaire, oui, tout à fait. La soumission chimique, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à présent, ou alors dans les boîtes de nuit et les bars avec le GHB. C'est un vrai sujet parce que du coup, la question de la traduction en justice, parce qu'il y a une plainte et parce qu'il y a des preuves, elle pose réellement problème.
puisque si jamais vous vous en souvenez, c'est souvent accidentellement et beaucoup plus tard, Bien du sûr. fait de l'altération de vos fonctions neurologiques. Et alors, aller dater, aller donner des preuves, c'est très compliqué. C'est pour ça que maintenant, il commence à y avoir des centres qui réalisent des prélèvements extrêmement rapides sur les cheveux et dans les urines, et qui conservent ces prélèvements si jamais un jour la victime souhaite porter plainte. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont pour ces éclaircissements. C'est vrai que ça laisse pantois, c'est l'abîme. Quand on voit comme ça un abîme, on ne le connaît pas, on est étranger, puis on voit ce qui se passe. Rappelez-nous juste le titre de votre plus récent livre. Être parent en temps de crise, où je parle justement du traumatisme et de la dissociation. Mais c'est vrai que le surgissement de la barbarie, surgissement brutal de la barbarie génère toujours une résistance avant d'accepter la réalité. Et je crois qu'il faut pas toujours chercher des excuses médicales ou psychiatriques à la réalité du mal. Voilà, le mal existe. Exactement. Et cette affaire nous le rappelle. Voilà, et comme on dit, il peut être banal au sens le plus horrible du terme. Merci encore. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Dans quelques instants, retrouvez les perles, les huées et les bravos. En résumé, tout ce qui fait réagir et rugir André Berkoff. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alors nous, on voudrait une cuisine. Blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors, dans tous mes états, parce que vous avez écouté cette histoire horrible, cette séquence horrible de ce qui s'est passé en France, avec que nous a expliqué, que nous a décrypté Marie-Estelle Dupont, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Là, nous allons parler d'autres problèmes, notamment de problèmes de ce qu'on appelle la censure. Comment ? Censure en France, dans ce pays démocratique ? Censure, le pays de la liberté, de quoi vous parlez ? Eh bien justement, on va en parler. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Les perles du jour, donc nous n'avons pas de musique dans ces perles du jour. En général, nous adorons voilà, je me disais, mais où elle est ? Mais Julien, il est resté, le taxi était en panne, mais là, ça y est, ça redémarre. C'est très bien. Voilà, vous vous rappelez ce film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, et ça brûlait beaucoup de feux, beaucoup de feux rouges. Et alors, il paraît qu'il ne faut pas brûler les feux rouges, ça c'est vrai, quand on est en voiture. Mais quand on est à la télévision ou à la radio ou quand on tient des propos, il faut aussi, paraît-il, ne pas brûler les feux rouges, c'est vrai. Mais qui met le curseur ? Qui met la loi ? Qui décide de quoi ? C'est toujours la question. On en parle. Et pourquoi on en parle ? Parce que il y a eu une interview hier sur France Inter, radio du service public. On a interviewé la PDG, la présidente directrice générale de France Télévisions, Delphine Ernotte, autre effectivement phare du service public. Alors on lui parlait de l'interdiction de la chaîne C8, vous savez, qui va être retirée de la TNT, et la journaliste lui demandait ce qu'elle en pensait. Écoutez. Oh, bah, moi, c'était assez clair. Non, mais les réseaux sociaux. Moi, je comprends la décision de l'Arcom. Franchement, quand vous passez votre temps à griller un feu rouge, à la fin, on vous vire votre permis. Bon, bah voilà. Et donc, j'ai pas de débat là-dessus. Néanmoins, et je partage pas ce qui se dit sur l'antenne de Cyril Hanouna. Je l'ai dit aussi. Après, donc, l'homme a du talent. C'est vrai aussi. Et voilà. Il a sa place dans le service public. Je vous repose la question. Alors vraiment, la question se pose pas. Très bien. Ah, c'est vrai. Rire, c'est vrai que tout ça est quand même... On peut rire. Et alors, j'aime beaucoup cette expression quand même de Delphine Ernotte qui demande quand même un certain nombre de commentaires, qui amènent, qui provoquent, je dirais. Vous dites, chère présidente, que quand on grille les feux rouges, on vous retire votre permis. Tout à fait. Mais alors, est-ce qu'une parole prononcée équivaut à une embardée, plus qu'une embardée, à un accident?
des propos dits dans tel ou tel, effectivement, média, qu'il soit audiovisuel, écrit, permettent, non seulement même permettent, exigent telle ou telle sanction et interdiction. Certes, s'il s'agit d'appel à la haine, de racisme, d'appel à la discrimination, etc. Très bien. Mais dites-moi qui décide de quoi, en l'occurrence. Qui décide de quoi ? Par exemple, vous dites, effectivement, quand on grille le feu rouge. Alors, j'ai une question, on aurait pu vous la poser à France Inter, puisque ça s'est passé à France Inter. Et je parle de France Inter, mais je parlerai d'autres émissions du service public, hein, où quand il y a eu un attentat, on disait que c'était... Oh, ben pratiquement c'était Roméo et Juliette, ou alors c'était West Side Story, où il y avait eu un jeune de 16 ans qui avait été massacré au couteau, vous vous rappelez ? Eh bien... Oui, mais là, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de sanction, pratiquement. Et quand, dites-moi, à France Inter, par exemple, quand on chante, je veux bien Jésus, Jésus est pédé, une chanson comme ça, chantée devant un public et tout, très bien, Jésus est pédé. Oui, non, on ne grille pas les feux rouges, c'est la liberté d'expression. Mais justement... Et il est là le problème, et il nous concerne tous, et il vous concerne tous, citoyens. Qui décide de quoi ? Qui décide que là, telle ou telle chaîne, tel ou tel organe a franchi les limites et doit être sanctionné ? Et ça va jusqu'à l'interdiction, parce que interdire la chaîne TNT, c'est une interdiction. Qui choisit quoi ? Surtout quand on est service public, donc payé par le contribuable, payé par nous. Eh bien, je crois que c'est un problème, et ça ne se résout pas, chère Delphine Ernotte, par des petits éclats de rire. Le problème n'est pas de savoir si Cyril Hanouna a sa place sur le service public ou pas. Le problème est de savoir qui, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements oraux vous rendront blanc ou noir, et les paroles vous rendront coupable ou pas. Voilà, il est là, et ça s'appelle effectivement l'attention, la liberté d'expression. Et je rappellerai toujours que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand la femme est triagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole, en public ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre. Eh oui, vous connaissez la merveilleuse chanson La femme grillagée de Pierre Perret. Et tellement d'actualité, hélas d'actualité. Et encore, Pierre Perret l'a écrit bien avant le 22 août dernier. Le 22 août dernier, une nouvelle loi, on en avait déjà parlé ici, a été promulguée par le régime taliban en Afghanistan pour promouvoir la vertu et prévenir le vice, entre guillemets, dans la population. 35 articles de loi qui interdisent aux femmes de se maquiller ou de se parfumer. Elles ne peuvent pas faire entendre leur voix en public et doivent se couvrir complètement le corps en présence d'un homme s'il n'est pas leur mari. Voilà, l'ONU a dénoncé un apartheid de gens, s'est dit préoccupés. Et oui, ils sont préoccupés. Ça changera quoi ? Ça ne changera rien, vous le savez. Mais, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, en France, il y a une jeune femme afghane qui s'appelle Marzieh Hamidi. Elle est championne de taekwondo, d'art martial. Marzieh Hamidi est réfugiée en France. Eh bien, depuis quelques jours, elle est menacée de mort et de viol par mail, par message, etc. Écoutez. Je connais ton adresse à Paris. Attends un peu que je te retrouve. Attendez la vidéo de quand je la violerai. Tu es mon actrice porno préférée. Voici les menaces que reçoit la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi depuis plus d'une semaine pour avoir dénoncé le pouvoir taliban en Afghanistan. La jeune femme de 21 ans, réfugiée en France depuis 2021, avait pris la défense de celle qu'elle appelle ses sœurs afghanes en lançant le mot dièse « Let us exist », laissez-nous exister, accompagné d'une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. Je me sens un peu comme à Kaboul lorsque les talibans sont arrivés. C'est comme s'ils avaient pris le pouvoir sur ma vie
vis ici aussi. Comment est-ce possible qu'à Paris, dans le pays des droits de l'homme, je doive me cacher tout simplement parce que je défends les femmes de mon pays? Je ne savais pas que m'exprimer comme cela, lutter contre le terrorisme, m'habiller à l'occidental, allait mettre ma vie en danger. Voilà, c'est une vidéo du Figaro, du journal Le Figaro, bien sûr. Voilà, et oui, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'à Paris, quelqu'un qui arrive et qui dénonce le sort des femmes afghanes se fasse harceler, menacer de mort, et peut-être quelquefois, vous le savez très bien, on n'a pas attendu, hélas, pour que certains passent à l'action. Donc on peut vraiment se poser la question et de savoir au fond, vous voyez ce que je veux dire, chère Delphine Ernotte, et je reviens à Delphine Ernotte, c'est ça aussi griller des feux rouges, c'est ça ici qui fait faire attention, ça c'est la liberté, ça ce n'est pas la liberté d'expression justement, ça ce sont les appels à la haine, ça ce sont les appels au racisme, ça ce sont les appels à la mort qu'il faut censurer, hein. C'est ça qu'il faut censurer, et non pas tel ou tel saillie d'un comédien plus ou moins inspiré. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. Ces gens-là. Et oui, vous savez, hier, on parlait de la lecture un peu laborieuse du député LFI Sébastien Delogu, qui a été effectivement moqué. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on disait oui. Et c'est vrai qu'il y avait un problème. Il se trompait dans les chiffres, etc. C'était au moment de la commission des finances. Et alors, ses amis, et je crois que vraiment c'est pas lui rendre service, disaient oui, si vous critiquez Sébastien Delogu, qui n'a pas été notre cas, parce que c'est pas le problème. Et ils ont dit oui, c'est un racisme de classe, vous vous en prenez à lui parce que il est venu de classe de classe laborieuse, il n'a pas fait l'ENA ou Polytechnique, et c'est pour ça, voilà, vous êtes encore une fois des salauds de réac conservateurs. Ah oui, mais écoutez, c'est intéressant parce que à LFI, il y a des gens qui ont quand même prononcé des phrases assez formidables. Par exemple, Aymeric Caron, avant qu'il ne soit député La France Insoumise, ou député effectivement écologiste, qu'est-ce qu'il disait dans un extrait émission de C'est à vous de 2017? Écoutez. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé, et responsable pour avoir le droit de voter? La société, exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. Et ben voilà, donc Sébastien Delogu, effectivement, si c'était encore l'Aymeric Caron de 2017, est-ce qu'il serait député? Est-ce qu'il pourrait se présenter à la députation? Puisque, visiblement, il y a quelques problèmes peut-être de locution ou de lecture, je ne sais pas. Mais c'est formidable, parce que là, on dit, ouais, bande de salauds, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, quand même, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui aussi a dénoncé cette espèce de lamentable mépris de classe. Et voici ce qu'il a dit dans un défilé, hein, c'était un défilé. Une réponse, c'était, vous savez, il y avait des policiers en mai dernier qui avaient interrogé Mathilde Panot, autre députée LFI, et il se retrouvait dans une manifestation, et voici ce que lance Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Et qui dit ça? Un pandore à moitié analphabète qui vient nous parler et nous faire des leçons? Qui êtes-vous pour nous poser des questions de cet ordre? Vous n'êtes pas nos juges, nous vous méprisons. Voilà, quand on est policier, on peut se faire traiter de pandore analphabète par Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est analphabète. Alors là, ce n'est plus du mépris de classe, cher Jean-Luc. Ce n'est plus une espèce de condescendance parce que vous, à gauche, vous avez le droit d'être condescendant parce que c'est un flic et donc, par essence, il est à moitié imbécile. C'est ça, et il est analphabète. Alors, en revanche, quand c'est quelqu'un de chez vous, ça devient du mépris de classe. Allons, apprenons un peu à raison garder et non pas des raisons exposées. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Alors, intéressant, hein, on est à l'école, imaginez, on est à l'école, on a entre 12 et 14 ans,
Et on s'exprime.fr, le site proposé par l'Éducation nationale. Voilà. C'est aujourd'hui en France depuis quelque temps, et c'est bien, c'est une page d'accueil du site destinée aux enfants et aux adolescents, aucune limite ni contrôle de l'âge, très bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? C'est très simple. L'enfant choisit le type de pénétration, c'est un vaginal, anal ou sexe oral. Voilà, c'est l'enfant, donc vous avez entre 8 et 12 ans, eh bien écoutez, la liberté de choix, c'est de vous laisser choisir. Clique sur la pratique qui t'intéresse. Intéressant, voilà, c'est bien, hein. Et puis il y a comme ça, voilà, les explications sont crues, excusez-moi, mais... en parler quand même. Alors, les personnages sont enfantins, chaque pratique est détaillée, à laquelle il faut changer sur le dos, la femme peut guider la pénétration. La femme est penchée à quatre pattes et derrière elle, son partenaire la pénètre, la femme est couchée sur le dos, etc., etc. Et par exemple, il est... alors, oui, c'est bien, non, il y a des garde-fous. Pour la masturbation et le porno, il est indiqué déconseillé au moins de 10 ans. Pour les pratiques sexuelles sans pénétration, déconseillé au moins de 12 ans. Bon, ben écoutez, c'est bien que je veux dire, ils disent pas déconseillé au moins de 6 ans ou de 8 ans. Non, mais il faut pas exagérer. Alors, Sophie Audugé, vous êtes fondatrice, présidente de SOS Éducation. On en a déjà parlé, mais cette histoire quand même, et on va en parler aussi avec Elisa Kamen-Hirsig, qui a écrit La Grande Garderie aux éditions Albin Michel, mais... Sophie Audugé, quand même, quelque chose... Ça fait ça fait des années déjà que l'éducation sexuelle, et pourquoi pas, je vais ne pas laisser les enfants dans l'ignorance, mais à quel niveau, et encore une fois, partout, pareil, où on met le curseur, et qu'est-ce qu'on dit à qui et à quel âge. Et aujourd'hui, on a l'impression que... Eh bien, allez, tous les curseurs ont volé en éclats, tout est possible et allez-y, vogue la galère. Est-ce que c'est ça ou pas ? Oui, alors c'est vrai que vous avez raison, il y a un historique dans cette histoire-là. Hein. On a commencé à parler d'une intention d'éduquer à la sexualité qui était en fait une information, hein, ce que nous on a connu, c'est-à-dire de la prévention qui était tout à fait facultative, qui se faisait principalement auprès des lycéens et qui visait à informer sur les moyens de contraception et les moyens de protection des maladies sexuellement transmissibles. Évidemment, le choc du sida a marqué une époque autre qui était une époque très hygiéniste de la sexualité, c'est-à-dire avec un propos qu'on explique bien, parce qu'on a une grosse partie sur l'adolescent, on parle beaucoup des enfants prépubères, qui est un vrai sujet, mais on a également une grosse partie qui traite des adolescents dans le livre, ce qui est important, et notamment avec la docteure Nicole Attea, qui explique très bien qu'à cette époque, en fait, le message c'était « faites ce que vous voulez, de toute manière on peut rien vous dire, mais faites-le avec un préservatif ». Donc ça, c'est vraiment le post-choc sida. Ça, c'est le moment du sida, oui. Qui effectivement a fait un traumatique de toutes les sociétés. Et donc, on s'est dit, il faut absolument protéger les jeunes des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, quelques années plus tard, on a changé totalement de paradigme, sans véritablement que nous, les adultes et la société, soyons très informés, et encore davantage les parents. Quelques années plus tard, c'est vers quand ? C'est-à-dire qu'après 2006-2008, c'est-à-dire la période des années 2000 où des lobbies très infiltrés dans des organisations internationales, en premier desquelles l'Organisation mondiale de la santé, ont infiltré les sphères de décision et ont construit des concepts nouveaux totalement fumés de type droit sexuel, sexualité citoyenne, etc. Et leurs travaux se fondaient sur des travaux antérieurs, notamment ceux d'Alfred Kinsey, qui est un sexologue autoproclamé, qui a... Kinsey, ça a fait... C'était qui a fait célébrité mondiale. Enfin, le rapport Kinsey, le fameux rapport Kinsey dans les années 45-50. Voilà, absolument. Les livres de Kinsey sur, soi-disant, la sexualité masculine, qui était en fait une sexualité qui émanait de pédocriminels, et donc dont l'objectif était quasiment exclusivement de banaliser la pédophilie. Alors revenons à 2006-2008. Oui, mais c'est important parce que si vous voulez, suite à Kinsey, des disciples de Kinsey vont créer le SIECUS, qui est le système d'information, d'éducation à la sexualité aux États-Unis. Et le SIECUS va être tout à fait infiltré. Et dès les années 60, s'établit aux États-Unis, dans les écoles, un modèle d'éducation à la sexualité fondé sur une idéologie qui est ce qu'on appelle la sexualité infantile, c'est-à-dire que l'enfant naîtrait non pas que sexué, mais il naîtrait avec une sexualité fonctionnelle, qui est le propos évidemment de tous les pédophiles et les pédocriminels. Dès qu'il naît.
Dès qu'il naît. Donc, si vous voulez, les travaux de Siecus prônent d'informer, d'éduquer les enfants dès les petites classes, dès la naissance, sur le fait qu'il y a des sensations qui sont agréables, donc de 0 à 4 ans, que toutes les pratiques sexuelles doivent être entendues, que rien ne doit être critiqué dès le plus jeune âge, et que dès 4 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant peut exprimer du plaisir, et il doit savoir dire si c'est agréable, désagréable, et s'il est d'accord. Ouais. Et ça, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Mais Sophie Audugé, excusez-moi, ouais. C'est intéressant parce que vous avez raison de rappeler l'histoire, faisons l'histoire, mais comment ça a pu se faire dans un pays qui est quand même maintenant, même s'il y a eu toutes les dérives, et c'est le puritanisme américain. Comment ils ont pu infiltrer ce pays très marqué quand même par le puritanisme? Oui, alors excusez-moi, mais le wokisme, c'est quand même aux États-Unis qu'il se développe de manière massive, en instrumentalisant les enfants, en niant l'identité sexuelle de naissance, si vous voulez. Donc on est quand même là au cœur d'un système qui prend l'enfant à partie en faisant un produit de consommation. Absolument, et surtout un produit de consommation. C'est-à-dire que le principe même de cette sexualité infantile que nous réfutons, et quand je dis nous, c'est pas moi. Moi, j'ai fait un travail avec des professionnels, des médecins spécialistes, Maurice Berger, Régis Bruno, Nicolas Théa, nombre d'autres experts qui ont travaillé avec nous pendant 1 an et demi, 2 ans sur ce travail qui a donné lieu à ce livre, et tous réfutent scientifiquement, du point de vue médical, l'idéologie d'une sexualité infantile. Tous s'accordent à dire qu'avant la puberté, l'enfant n'a pas de sexualité fonctionnelle. À partir de là, tout ce qui est du registre sexuel est une ineptie pour l'enfant. Or, penser qu'il serait utile à l'enfant pour grandir, de lui fournir une éducation sur la sexualité, c'est un mensonge. L'enfant n'a pas besoin de ça pour grandir, mais pire que ça, il ne faut surtout pas l'installer dans un registre sexuel quand il est un enfant. Et certainement pas au cœur de l'école, qui est une institution d'adultes ayant autorité sur l'enfant, qui devrait donc éduquer des enfants en situation de mise sous contrainte d'un enseignement obligatoire dans un espace qui est collectif et donc qui est Alors on va en parler de cela, Sophie Audugé, mais pourquoi vous dites, je rappelle, le livre, vous l'avez fait avec Maurice Berger et puis Nicolas Théa et Régis Bruno. Voilà, et Régis Bruno. L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question, aux éditions Artege. Mais juste un mot, vous dites, il faut, tous s'accordent, vous dites, tous les gens avec qui vous avez collaboré et puis les autres, il ne faut pas, il n'y a pas de sexualité fonctionnelle chez l'enfant et jusqu'à quand? C'est-à-dire, la sexualité fonctionnelle commence quand, à partir du moment où la puberté s'installe, c'est-à-dire où l'enfant a atteint un niveau de développement à la fois physiologique, comme on le rappelle dans le livre avec Nicolas Théa, si vous voulez, au moment de la puberté se produit la production d'une hormone qui va engager le développement des testicules chez les garçons et des ovaires chez les filles. À partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble de mécanismes biologiques, physiologiques qui se mettent en place et vont faire émerger des pulsions qui sont des pulsions sexuelles. À ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant commence à avoir ses développements physiologiques, souvent les jeunes sont encore dans l'enfance. Mais ils vont avoir des capacités physiologiques. Et ensuite, les capacités cognitives et psychiques vont faire que les enfants qui passent à l'adolescence vont avoir des pulsions de désir, des pulsions érotiques. Qui sont naturelles, d'ailleurs. Bien sûr, et qui sont corrélées au psychique. Et le fait de considérer qu'il suffirait d'avoir un sexe, c'est-à-dire un organe qui n'est pas fonctionnel sur la partie sexualité, pour avoir une sexualité, est un mensonge. Et ces médecins professionnels ne sont pas consultés quand on fait des programmes comme ça. Et pour revenir à votre première question, effectivement, la loi de 2001 a imposé de faire l'éducation à la sexualité dans toutes les classes d'âge, 3 fois par an, c'est-à-dire dès le CP, mais entre 2001 et aujourd'hui, l'instruction est obligatoire dès les maternelles, donc dès 3 ans, et on a vu dans des écoles, dans des classes de maternelle, dans des classes de CP, des séances d'éducation à la sexualité où on parlait du registre sexuel, de fellation, de sonomie, de sucer, etc. Dans les maternelles. Dans des écoles. Mais dans les maternelles. Je veux dire, au niveau des maternelles. Mais bien sûr, au niveau des maternelles, on a dans des écoles, des livres qui sont lus sur la masturbation. Que la masturbation, c'est quelque chose qu'on fait pour se faire du bien, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que on franchit
plusieurs frontières quand on fait ça. Tout d'abord, on franchit une frontière qui, normalement, doit être infranchissable pour protéger les enfants des abus sexuels, notamment de l'inceste. C'est la frontière qu'il n'y a pas de registre sexuel entre un adulte et un enfant, et en aucun cas entre un adulte qui a autorité sur un enfant. Or, quand on fait ce genre d'intervention dans les écoles, on franchit cette première frontière-là qui est faite pour protéger les enfants. L'école, elle doit faire l'inverse de ça. Elle doit juste rappeler aux enfants qu'il n'y a pas d'adultes qui peuvent toucher les parties intimes d'un enfant et lui demander de le faire, et que c'est un crime puni par la loi, et que c'est très grave, et que les enfants doivent être protégés, ça que les adultes... de la pédocriminalité. Pour les protéger. Et ça, ce n'est pas fait dans ce cadre-là. On considère que justement, le fait de parler de sexualité aura plus tendance à inciter, puisque à ce moment-là, les enfants ont un mode d'apprentissage par imitation, et qu'au contraire, ça ne va même pas inviter un enfant qui est abusé à venir le dire. Si on lui dit que c'est normal de se faire du bien, que les gens qui s'aiment, qui s'apprécient, se font des caresses pour se sentir bien et se dire leur amour, on voit pas comment un enfant qui est abusé par son grand-père, son oncle, un ami de la famille, va comprendre que ce qui se passe, alors que c'est exactement les propos du pédocriminel, ce n'est pas normal. Et on a des connaissances là-dessus. Malgré tout, on continue à faire croire que l'éducation à la sexualité chez les plus jeunes, c'est pour les protéger des abus sexuels. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Voilà. Alors justement, on va continuer d'en parler après cette petite pause, et on va aussi recevoir et entendre Lisa Kameniersig. À tout de suite. Et pas à nous appeler au 0826 300 300. On retrouve André Berkoff avec ses invités pour nous parler de l'éducation à la sexualité à l'école, avec donc ses invités Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, et Lisa Kameniersig, enseignante. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, dans ces matières, sexualité, que faut-il et comment légiférer? C'est jamais facile. Entre censure, entre répression et entre un laxisme absolument sans frontières. Bonjour Lisa Kameniersig. Bonjour André. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Lisa. Dites-moi, alors vous avez écrit, on en reparlera d'ailleurs de votre livre parce qu'on va faire quelque chose sur cette grande garderie que vous avez écrit l'année dernière aux éditions Albin Michel. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire aussi. Ça, c'est la garderie. D'ailleurs, il n'y a pas que l'école qui s'est transformée en grande garderie. Il y a pratiquement tout le pays. Et à quel niveau? Et je crois que ça aussi, cette espèce d'assistanat hallucinant est à suivre. Mais là, nous restons un peu sur ce problème de justement de l'éducation sexuelle. Et je voulais savoir votre sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui s'est fait depuis à peu près 20 ans, Lisa Kameniersig? Ça correspond à mon entrée dans le métier. Moi, j'ai commencé à travailler, je suis devenue enseignante en 2004. Oui. Et quand j'ai fait ma formation, honnêtement, on m'a très peu parlé de ce sujet. On m'a beaucoup parlé des stades de développement de l'enfant, mais de son développement intellectuel. J'ai vu, moi, une bascule au moment du ministère de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Oui. D'ailleurs, j'avais créé un blog sur le sujet dans lequel je parlais beaucoup de Monsieur Kinsey et de ses expériences in vivo sur des jeunes gens dont qu'il a parfois poussé au suicide. Faut quand même, ça va très très loin toutes ces histoires. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les associations qui sont très partie prenante, très ingérente dans l'école aujourd'hui, nous reprochent à nous les enseignants de ne pas faire assez d'éducation sexuelle à l'école, de ne pas mettre en œuvre les programmes qui ont été renforcés sur ce sujet-là, notamment par Monsieur Papendiaï, avec une espèce d'obsession. Vraiment, il revenait sur le sujet très régulièrement, par des tweets, par des circulaires, etc. Ah oui. Même Monsieur Blanquer, qu'on aurait pu imaginer un peu plus réticent, s'est montré très progressiste entre guillemets sur le sujet, c'est-à-dire en encourageant les professeurs à à prendre en charge les cas des élèves qui se comporteraient en petites filles lorsqu'ils sont des petits garçons et inversement, sans forcément en parler aux parents. Il y a une circulaire qui, si j'ai bonne mémoire, date de 2019. Attendez, excusez-moi, je vous interromps parce que c'est très important. C'est-à-dire que on vous a encouragé, disons officiellement ou pas par écrit ou pas. Il s'agit pas d'encourager. L'idée de Monsieur Blanquer, c'était de dire, c'est écrit dans la circulaire, noir sur blanc, si un enfant montre des signes
d'hésitation entre deux sexes. Par exemple, un petit garçon demande à se faire appeler, je dis n'importe quoi, Colin, alors qu'il s'appelle Colline. Et puis qu'il aime beaucoup le rose et qu'il joue à la poupée dans sa classe de maternelle. Posez-lui des questions, emmenez-le voir la psychologue scolaire. Et si vous pensez que dans son milieu familial, ça peut poser un problème. Alors évidemment, on désigne sans le dire les familles religieuses, les familles musulmanes ou les familles chrétiennes chez lesquelles éventuellement ça peut moins bien se passer pour ces enfants-là. Si jamais vous pensez qu'il y a un danger pour cet enfant, vous n'êtes pas tenu de prévenir ses parents. Et donc, c'est pas du tout l'encourager, c'est ne pas prévenir les parents des démarches qu'on fait avec lui, ce qui est déjà très grave. Ce qui est déjà quand même quelque chose, exactement. C'est dans ce sens que je disais ça. Juste un mot, vous enseignez dans quelle classe vous-même? Moi, j'ai des CM2. Oui. Donc, je suis censée effectivement faire l'éducation affective et sexuelle avec mes élèves. Moi, je m'en remets à une association qui vient dans ma classe, mais je reste. J'écoute tout ce qui se dit, et il m'est arrivé d'intervenir, notamment lorsqu'une petite fille avait fait part à la dame qui organisait la conférence. Du fait qu'une fois elle était tombée amoureuse d'un petit garçon et la dame lui avait dit non mais à ton âge ça ne peut pas arriver, les enfants sont pas amoureux, ça n'existe pas, c'est de l'amitié. Et la petite fille était toute bouleversée de comprendre que son sentiment n'était pas celui qu'elle avait identifié. Donc là c'était un peu dans l'autre sens si vous voulez, c'est-à-dire que la dame ne tenait pas compte de l'élan amoureux de cette petite fille. Est-ce que alors juste oui, oui, pardon. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous-même vous estimez que c'est au professeur, c'est à l'instituteur, c'est à l'enseignante de parler de cela? Parce que effectivement, on a délégué ça à des personnes qui viennent faire soit des conférences, soit des interventions là-dessus. Vous pensez que c'est au personnel enseignant de prendre cela en main ou pas du tout? Moi, je pense que ça n'a pas sa place dans les programmes de l'école primaire du tout. C'est-à-dire que les enseignants, ni aucune association ne doivent venir parler de sexe aux enfants jusqu'au collège. Je pense que c'est pas le bon âge. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est très violent. Moi, j'ai vu des petits garçons se voiler les yeux quand on montrait l'appareil génital féminin, des petites filles pleurer en sortant parce qu'elles avaient compris que ce que leur père avait entre ses cuisses. Et moi, je pense que ce n'est pas à l'État de faire ça. Je pense que personne n'aimera jamais autant vos enfants que vous-même, et que c'est à vous de savoir à quel moment vous voulez leur expliquer comment fonctionne, comment on fait des bébés, comment quand on est amoureux, comment ça se passe, etc. Je crois que ce n'est pas à l'État de faire ça. Le problème, si vous voulez, l'argument, c'est toujours oui, mais il y a des grossesses indésirées. Oui, mais il y a des milieux dans lesquels l'égalité entre les filles et les garçons n'est pas respectée. Et donc, en fait, on va aligner 100% des enfants sur le fonctionnement de quelques familles qui ne font pas leur boulot. Ce sont les parents qu'il faut éduquer, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les parents à qui il faut expliquer comment parler de sexe aux enfants. Vous êtes d'accord, Sophie Audugé? Oui, alors effectivement, je pense que Lisa dit beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes parfaitement alignés, qu'on explique, je pense, de manière assez technique dans le livre. C'est important pour nous de pouvoir produire dans un livre papier à destination du grand public et des professionnels du personnel éducatif, mais également le personnel de la santé, pour qu'ils puissent se documenter sur comment fonctionne un enfant et qu'est-ce qui se passe pour un enfant quand il grandit en fonction de ses différents stades du développement. Et Lisa a absolument raison, c'est-à-dire qu'avant l'âge de la puberté, que nous on a fixé à 12 ans, mais c'est entre 12 et 13 ans, tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est 12-13 ans, il est inopérant pour l'enfant d'introduire du sexuel dans un cadre qui est un cadre éducatif. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'enfant n'en a pas besoin pour grandir, qu'il n'en est pas en demande, et qu'au contraire, on peut entraver son processus de développement qu'on va appeler le processus d'individualisation et d'autonomisation, c'est-à-dire la manière dont il va se diriger vers sa posture d'adulte. Et Lisa le dit très bien, et nous, c'est évidemment ce qu'on recommande, c'est-à-dire rien avant 12-13 ans. Pourquoi ? Parce que c'est le rôle des parents. Et dans nos recommandations, on propose par contre de faire des formations, des guides pour aider les parents qui ont des difficultés à savoir quoi dire à leur enfant, ce qu'il faut leur dire, ce qu'il ne faut pas leur dire. Parce que si vous voulez, ce qu'explique très bien Maurice Berger sur ces questions-là, c'est que, en fait, et souvent on confond, si vous voulez, la curiosité qui est celle de l'énigme de sa naissance,
qui est une pulsion de savoir et non pas une pulsion de sexualité, ce qui est très différent. Bien sûr, qui n'est pas la même chose. Voilà. Et si vous voulez, l'enfant va créer des réponses qu'on va appeler des réponses fantasmagoriques, c'est-à-dire sur des fantasmes de comment il est né, les fleurs, enfin le bouton, les fleurs, etc. Les choux, les roses, etc. Mais c'est quelque chose qui est essentiel pour lui dans le processus qu'il doit faire pour se détacher justement de sa position d'enfant et de retenir la place à ses parents. Et ça, c'est un travail individuel que chaque enfant doit faire à son rythme. Et à partir du moment où on vient casser ça, pour lui dire, par exemple, comme on l'entend dans certains endroits, c'est-à-dire qu'on a des associations qui disent « Non, à 6 ans, faut lui dire, c'est pas ta zézette, c'est une vulve ». C'est faux. C'est faux parce que la vulve d'une adulte n'est pas la zézette de l'enfant, elle le sera pas. Et il faut pas qu'elle le soit, parce que cet enfant a besoin de ça pour se grandir. Ça commence par le vocabulaire, ça commence par le mot, ça commence par l'expression, Maurice, c'est très clair. Maurice Berger est très clair là-dessus, Régis Bruno aussi. On doit laisser les enfants utiliser leur vocabulaire jusqu'à l'âge où ils ont atteint la puberté. Voilà. Et ça, c'est très critique. Oui, voilà. Et après, par contre, voilà, ce qu'on appelle l'âge de tous les dangers pour les parents. Là où on va chercher des guides de survie de l'ado qui fait la gueule. Exactement. Et là, par contre, effectivement, et c'est pour ça qu'on a consacré une partie très importante aux adolescents. Nous, on considère que les parents ont un temps de retrait qui est important, et il leur reste à faire la prévention et la transmission des valeurs. On en parlera tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. On retrouve tout de suite François Berkoff et ses invités pour parler de l'éducation à la sexualité à l'école. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sophie Audugé, Maurice Berger, l'éducation sexuelle à l'école aux éditions Artege, Lisa Kamenersig, la grande garderie, on en reparlera aux éditions Albin Michel. Lisa Kamenersig, effectivement, puisque vous vous occupez de cette tranche d'âge, c'est tout à fait... Est-ce que vous avez alors votre expérience, parce que c'est très intéressant de savoir, votre expérience d'enseignante, est-ce que des parents viennent vous voir, est-ce que suite à telle ou telle rencontre, d'abord, juste, quelle fréquence chez vous, dans vos classes, de gens qui viennent parler de la sexualité, etc. C'est quelle fréquence? Dans mon école, c'est une fois par an. Et c'est en général une demi-journée. Dans l'école où j'étais précédemment, c'était toute une journée, mais les garçons et les filles étaient séparés. Tout ça, c'est organisé en général par le chef d'établissement, en tout cas dans les écoles où je suis passée. Et en général, on envoie une information aux parents, un message. On a des communications avec les parents qui sont fréquentes de toute façon, hein, donc un message ou un mot dans le cahier de correspondance pour expliquer que tel jour à telle heure, une association interviendra sur le sujet et que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent les poser avant, bien sûr. Donc dans les établissements dans lesquels je suis passée, en général, moi je considère que c'est pas trop mal fait. Moi, ce que je vois surtout, c'est que on nous reproche dans la presse. Là, j'ai lu que le planning familial avait adressé une lettre l'été dernier à Madame Belloubet pour lui demander que les programmes d'éducation sexuelle soient véritablement mis en place dans les écoles, réellement mis en place, en se plaignant que je crois, 3 séances annuelles ne soient pas assurées. Mais alors, au-delà du problème de sexualiser les enfants très jeunes, qui est un gros problème, je dirais bien, moi, qu'on a un autre problème en tant qu'enseignant, c'est qu'on n'a plus le temps d'enseigner les autres matières. Parce que quand vous mettez l'éducation sexuelle, l'écologie, le harcèlement, les journées égalité hommes-femmes, les journées contre je sais pas quoi, l'antisémitisme, le racisme et je sais pas quoi. Moi, j'ai plus de temps pour faire des dictées et de la grammaire. Honnêtement, c'est compliqué, ça devient compliqué. Oui, mais c'est important, ça. C'est important ce que vous dites. Oui, vous voulez dire qu'on passe maintenant, je ne dirais pas tout le temps, mais presque à faire des questions sociétales, quoi. C'est ça? Oui, beaucoup. C'est-à-dire que on farcit le cerveau des élèves d'autres sujets que les sujets d'instruction. Par ailleurs, je crois savoir, moi je suis pas psy, hein, que les consultations pour transgenrisme, ou je sais pas comment ça s'appelle, les enfants qui se posent des questions sur dysphorie de genre et blocage de puberté et autres, oui. Voilà, je crois savoir que les consultations
chez les psychologues, les psychiatres spécialisés sont en très forte croissance depuis quelques années. Ce qui semblerait dire qu'en fait, le fait d'en parler en permanence provoque des questions chez des enfants, des questions qu'ils ne se posaient pas auparavant. Moi, j'ai presque 50 ans. Il ne me semble pas que dans ma génération, il y ait eu tant d'enfants qui se demandaient s'ils étaient véritablement un garçon ou une fille. Mais, et puis, mais Lisa Carmen Jarzig, mais Lisa, on n'arrête pas le progrès. Voilà, vous étiez encore dans la génération qui vivait dans l'ignorance. Enfin, dans la préhistoire. Non, je plaisante, mais à peine. Juste un mot. Donc, est-ce qu'il y a des parents qui, dans vous, pas du tout, peut-être, qui se sont soit plaints, soit ont réagi là-dessus, sur cette éducation sexuelle, ou vous n'avez pas eu, vous, d'exemple en ce genre? Honnêtement, dans les écoles dans lesquelles je suis passée, c'est fait de manière à ce que les parents n'aient pas à se plaindre des interventions des associations. Ce sont des associations qui sont triées sur le volet. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt des exemples qui viennent d'ailleurs. Et puis, je suis allée sur le site de l'Éducation nationale, sur lequel vous pouvez trouver, c'est tout à fait officiel, la liste des associations agréées pour intervenir dans les écoles. Alors, pas seulement sur le sujet de la sexualité, mais sur tous les sujets. Il y a des conférences sur plein d'autres sujets. Et si vous regardez très attentivement cette liste et qu'ensuite vous cliquez sur les liens, vous trouvez un grand nombre d'associations qui sont très militantes. Et quand je dis militantes, ce sont des gens qui prônent l'idée qu'on ne n'est pas sexué, que voilà, on a un sexe biologique, genre, etc. Voilà. Et des théories qu'on retrouve aussi dans certains manuels aujourd'hui. D'accord. Alors justement, vous voulez parler des manuels, Sophie Audugé, moi, vous en parlez dans votre livre. Moi, je voudrais qu'on donne des exemples, parce que les gens connaissent pas ou n'ont pas eu affaire à même que ce soit avec leurs enfants ou eux-mêmes, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, en 2024, dans des écoles françaises ou ailleurs, des manuels, disons, pour enfants? Qu'est-ce qu'on peut lire? Alors, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas dans les manuels, parce que je vais réagir aussi par rapport à ce que disait Lisa. Alors, effectivement, dans les écoles où Lisa a enseigné, a priori, on informait les parents et on était très vigilants sur le choix des associations. C'est pas du tout le cas partout. Au contraire, il y a des études qui montrent que dans 30 à 40%, les parents ne sont pas au courant, et quand ils sont au courant et qu'ils demandent ce qui va être dit, le chef d'établissement ou l'enseignant n'en sait rien et personne n'a contribué à produire le contenu, ce qui normalement est une obligation. Par ailleurs, je précise, et effectivement, ces trois associations, SOS Homophobie, Planning Familial et SIDAction, ont attaqué donc le gouvernement à l'époque où il y avait Pape Ndiaye, et Madame Belloubet a repris le flambeau là récemment avec cette obsession pour une raison très simple, c'est que si la loi était en œuvre depuis 2001, il n'y a que sur les programmes du cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2 et 6e, qu'il y avait d'intégrer dans les programmes scolaires, donc les programmes qu'enseigne Lisa, une information sur la reproduction, etc. Mais jusqu'alors, il n'y avait pas de programme officiel. Et c'est bien ce qu'a demandé Pape Ndiaye, et c'est bien ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est-à-dire, c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que Nicole Belloubet, dans son ministre démissionnaire, a pris un engagement, c'est d'appliquer, de faire appliquer l'éducation à la sexualité avec des programmes officiels obligatoires qu'on attend là d'un jour à l'autre. Alors pour l'instant, on les a pas, les programmes. On les a pas, moi, ce que je vais vous donner, c'est des exemples de situations que les parents nous ont relayées, puisque les parents s'opposent à ça. Donc, je vous prends des exemples au hasard. En CM1, donc c'est une maman. Donc je suis maman d'un enfant de 9 ans en classe de CM1. Il a participé avec une autre classe de CM2 à un forum sur l'éducation à la santé sexuelle sans que nous, parents, soyons avertis. En rentrant, il m'a expliqué que dans un atelier, il y avait une intervenante qui a parlé de sexualité adulte, de pénis et de vagin. L'intervenante aurait montré comment le pénis entre dans le vagin de la femme en imitant des mouvements de va-et-vient. Elle a également parlé de la capote et dit de quelle façon l'utiliser. Mon fils n'avait pas été préparé à voir cela. J'ai discuté avec d'autres mamans qui ont aussi eu un retour inquiétant sur le contenu du programme. Certains parents n'étaient pas au courant. Autre cas, là on est en classe de 4e, je suis psychologue, j'entends de plus en plus de témoignages liés à des cours d'éducation à la sexualité à l'école. Aujourd'hui encore, une jeune fille de 13 ans, en classe de 4e dans le public, m'a fait part d'un cours appelé Evras, dispensé par une infirmière. Les enfants devaient poser des questions autour de la sexualité dans une boîte. Ensuite, l'infirmière lisait les questions et y répondait. Voici la question posée dans sa classe et qui l'a choquée. Quelle est la meilleure position ? En sortant du cours, elle en parle à une amie d'une autre classe. Celle-ci lui répond que dans sa classe, c'était pire. Un élève a posé la question, quel goût a le sperme ?
Là, on est en maternelle petite section. Je suis le papa d'un petit garçon de 3 ans. On a découvert lors de la remise des classeurs d'activités que les lectures et les activités associées se rattachent toutes à des livres sur la théorie du genre, les stéréotypes filles-garçons et l'importance de dépasser ces stéréotypes pour les garçons en se travestissant. L'ensemble de ce programme de lecture et d'activités se trouve sur Internet. Ça, c'est pour les 3 ans, quoi. Ça, c'est 3 ans. Ça. Voilà. Nous avons demandé aux enseignants pourquoi un choix si orienté de lecture à des si petits. Ils nous ont dit qu'ils étaient fiers d'avoir choisi ce genre de livre. Que répondre à ça? On a changé notre fils d'école. D'accord. Voilà, j'en ai d'autres. Non, bien sûr. Non, mais déjà, c'est assez éclairant, effectivement, sur ce qui se passe. Je crois que nous avons d'ailleurs, c'est intéressant, nous avons un auditeur en ligne, c'est Laurent de Mâcon. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Oui, effectivement, là, je suis en train d'écouter votre intervenante, et effectivement, on a le même problème avec une fille de 10 ans. Elle était en CM1 l'année dernière. Et quand on a vu qu'elle avait un contrôle, on va dire, sur l'éducation sexuelle, et quand on a vu les dessins, pénétration, éjaculation, on s'est dit non, c'est pas possible. Du coup, on l'a pas mis à l'école, on l'a pas mis en classe le matin, et même de la journée. On n'a rien eu en retour d'ailleurs, aucune explication savoir pourquoi on n'a pas mis notre fille. Donc ça, c'est, on marche sur la tête. On marche sur la tête, André. Je ne comprends pas pourquoi on tolère l'éducation sexuelle à des enfants de moins de 12 ans et moins de 13 ans, et qu'on tolère des films porno, mais interdits aux moins de 18 ans. Oui. Elle est où l'écart, là? Il est où l'écart? Même si c'est dans l'enceinte d'une école, la professeure a sa manière d'expliquer les choses. Nous, on n'était pas du tout au courant que notre enfant faisait l'éducation sexuelle. Pas au courant, Mais non, on n'était pas du tout au courant. Et Laurent, vous vous êtes plaint auprès de la principale de l'école? Enfin, vous avez réagi? Non, même pas. On l'a pas fait avec regret. Et je vais vous dire, aucun parent d'élève. On n'a entendu rien. On n'a rien entendu. On en parle avec d'autres parents d'élèves. Oui, ils sont pas contents, mais rien ne se fait. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez? On a l'impression qu'on est, on n'a pas notre mot à dire. Vous ne comptez pas. Ben oui, on compte pas. C'est tout ça, c'est dirigé par les hautes instances entre guillemets. J'ose même pas employer les mots là de ces gens. Je crois vraiment tellement minables de penser ça. Je sais pas ce qu'ils cherchent au fond. Et je veux dire, André, on vous écoute tous les jours, mais vraiment tous les jours. On écoute du début à la fin de la journée. Du début, le matin au petit-déj, voilà, quand on travaille pas. Mais on est scandalisé du fait que rien ne bouge. On est en France et moi j'ai peur. Je dis à mes enfants de partir de la France quand ils ont fini leurs études. J'espère qu'ils n'auront pas besoin de faire ça, franchement. Il y a des choses à faire, effectivement, on les fera. Merci, Laurent, je crois que... Et oui, c'est une auditrice maintenant, et c'est Chantal de Bastia. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour, André, bonjour à vos invités. Alors écoutez, moi je vais vous parler de mon expérience. Déjà, il ne faut pas confondre l'éducation sexuelle et l'éducation à la sexualité. Moi, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle, je suis pas très jeune, hein. À partir de la 6e ou la 5e, j'étais interne chez religieuse. Je vous parle de ça en 60, donc je suis rentrée en 6e en 78. Oui. C'était des médecins gynécologues. Il fallait l'autorisation des parents qui venaient nous expliquer tous les moyens de contraception, la reproduction. Bon, bien, on le faisait en sciences naturelles, la reproduction sur les animaux, tout ça. Et nous avions donc des cours avec l'autorisation des cas. Et ça se faisait au moment de la 6e ou la 5e, je crois. Donc, moi, j'ai connu ça, et je vous dis, c'était en 79. L'éducation à la sexualité, ça n'a rien à voir. L'OMS, il n'y a qu'à voir les textes de l'OMS, entre 0 et 4 ans. Enfin, moi, je suis professionnel de santé, je suis kinésithérapeute en GT, on a quand même appris le développement de l'enfant, mais l'enfant, il n'en a rien à faire de son sexe quand il est petit, il sait même pas homme, fille, garçon, il s'en fout. Il s'en fout. Et du coup, on met dans la tête aux gosses. Moi, si j'avais des enfants primaires, je crois que je finis en prison. Hein. Je vous le dis parce que il faut créer des collectifs. Je dis au monsieur d'avant, il faut que c'est la créer des collectifs de parents et que les parents réagissent, bien sûr. C'est ça. Exactement. Il faut se battre. Moi, les enfants sont grands. Mais c'est un scandale. Donc l'éducation à la sexualité n'a rien à voir avec l'éducation sexuelle. Et nous, on le faisait, je vous dis, au collège, chez les religieuses. D'accord. Lisa, comment réagissez-vous au propos de...
moi, je dis qu'un grand nombre de parents réagissent parce que ça explique une partie de la fuite vers le privé. S'il y a beaucoup de facteurs, mais celui-ci est important. Moi, j'ai sorti mon fils aîné de l'école publique pour cette raison-là, parce qu'il a eu en CE2 une rédaction dont le sujet était « Qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe ?» J'ai, comme il m'a raconté ça en rentrant. En quelle classe? CE2, il avait 8 ans. Pardon. Oui. Et donc, je l'avais mis dans le public à côté de chez moi, je vis en province. Et j'ai demandé à la maîtresse si c'était juste, parce que comme il a 8 ans, je me suis dit que peut-être qu'il racontait des bêtises, hein, il est pas à l'abri d'un mensonge de temps en temps. Ouais. Elle m'a confirmé que c'était bien le sujet de la rédaction, et quand je lui ai demandé quel était l'objectif pédagogique, elle m'a dit que l'idée c'était de lutter contre les stéréotypes de genre et de favoriser l'empathie des garçons envers les filles. Alors mon garçon de 8 ans n'est quand même pas responsable de ce que le patriarcat aurait fait depuis je sais pas combien de milliers d'années pour opprimer les femmes. C'est un petit garçon super mignon. Enfin bon. Donc je l'ai sorti de l'école publique pour cette raison, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Donc il y a des parents qui réagissent, et le succès du privé qui se confirme de jour en jour. Il y a encore un numéro de Challenge là qui vient de sortir sur le sujet, et notamment lié à ce genre de dérive. Oui, c'est vrai, Sophie Audugé, c'est vrai que là, il y a un vrai problème vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire, et effectivement, là, c'est pas la sexualité, mais c'est pas loin. L'histoire du genre qu'on essaye absolument d'assener, de vraiment d'imprimer, de tamponner dans les cervelles les plus jeunes et les prépubères, j'allais dire, est quand même assez... Oui, absolument, André. Je voudrais juste répondre à votre auditrice, je crois que c'est Chantal, non? Voilà. Chantal de Bastia. Voilà, exactement. Chantal a tout à fait raison, mais quand elle parle de ce qu'elle a reçu, elle parle de prévention. Et en aucun cas d'éducation à la sexualité. C'est très différent. Et elle donne plusieurs éléments importants. Éducation sexuelle, c'est pas éducation à la sexualité. Non, mais c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, éducation sexuelle ou éducation à la sexualité, pour le ministère de l'Éducation et pour les lobbies, qui sont les associations qui veulent faire passer l'idée d'une sexualité infantile, l'idée qu'on peut choisir son genre et son sexe, que toutes les pratiques se valent, et qu'il faut lutter contre le patriarcat en mettant dans la tête des enfants des propos sexuels dès 6 ans. Tout cela, qu'on appelle éducation sexuelle ou éducation à la sexualité, le contenu, c'est ça. Voilà. Mais effectivement, ce qu'évoque Chantal, moi je le sais parce que ma mère, qui est encore plus âgée que Chantal, m'a raconté la même chose. Elle a reçu la même éducation de prévention. Et justement, avec un souci qui était de l'accord des parents, l'accord des enfants. Ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas d'accord. Les parents ne donnent pas leur accord, les enfants ne donnent pas leur accord. On a exposé un cas qu'on avait déjà évoqué ensemble, d'une jeune fille en 4e qui a été abusée à l'âge de 5 ans d'une manière excessivement violente. Elle a été extraite de cette famille, charge autorité parentale que sur son papa, qui l'a prise en charge totalement. Elle en a eu pour conséquence de ces abus graves une déficience intellectuelle. Elle est en ULIS, elle est en 4e, donc l'ULIS, c'est les sections pour enfants en situation de handicap. Ouais. Et pour l'école inclusive, il faut qu'elle fasse des cours de SVT en classe normale. Elle se retrouve en classe de 4e dans un cours de SVT classique. Et là, la professeure de SVT lui demande de poser un préservatif sur un sexe factice. Elle refuse. Eh bien, elle va être obligée de le faire. Donc elle va être obligée. Sinon, elle ne pouvait pas sortir de classe. D'accord ? Donc là, on n'est plus dans de la prévention. Là, on n'est même plus dans de l'éducation à la sexualité. On est dans de la maltraitance à la limite d'un abus sexuel, puisque l'enfant a explicitement exprimé dans de l'oppression un refus totale, et un non-consentement. Donc ça, je pense que c'est important de ne pas se tromper sur les mots. Je veux dire, ce qu'évoque Chantal, c'est de la prévention. C'est utile. On dit qu'il faut le faire d'une certaine manière à partir d'un certain âge, évidemment à partir de 12-13 ans. C'est ce qu'évoque d'ailleurs tout à fait Chantal, mais pas avant. Pour ce qui est de ce que vous évoquez, bien sûr que l'éducation à la sexualité ou l'éducation sexuelle, on appelle comme on veut, qu'on nous fait passer comme étant une action pour lutter contre les abus sexuels ou pour représenter une forme positive de la sexualité, est un véhicule d'endoctrinement des enfants. Ça, c'est une évidence. Et on le voit bien, puisque là, par contre, je réponds à une question de tout à l'heure, dans les manuels scolaires, comme le dit très bien Lisa, il est aujourd'hui utilisé toute la sémantique des transactivistes. C'est-à-dire que le sexe serait assigné à la naissance, alors on ne sait pas par qui ni comment, mais enfin, il serait assigné à la naissance, qu'on pourrait en changer sans problème. Alors c'est pas sans problème, hein, c'est des médicaments à vie, c'est des chirurgies extrêmement invasives et très dangereuses pour la vie des jeunes qui s'y engagent.
Est-ce que on arrive aujourd'hui, justement, dans ces manuels ou ailleurs, comme on a vu dans certaines affiches du planning familial, l'homme peut tomber enceinte. Absolument. C'est pas dans les manuels, ça. Si, absolument. C'est dans certains manuels. Ah oui, on dit l'homme peut tomber enceinte. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'il y a toutes les modes de procréation qui sont instruits, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, des nouveaux programmes prévoient justement ce qui nous a choqué avec Maurice, c'est-à-dire de demander aux enfants de parler de leur intimité, de ce qui se passe à la maison dès 3 ans dans des espaces qui s'appellent les espaces poupées. Voilà, ce qui est une intrusion dans l'intime de l'enfant et qui est contraire à la mission de l'école, bien évidemment, et dangereux pour les enfants. On reprend tout de suite après, c'est passionnant, après une petite pause, et on se retrouve avec Lisa Kamenersik et avec Sophie Audugé. Vous avez toujours un numéro pour nous appeler, le 0826 300 300. Berkov dans tous ses états, on revient à l'antenne avec nos 2 invités qui nous parlent de la sexualité à l'école, Sophie Audugé et, et Lisa Kamenersik. Alors Lisa, justement, là on arrive effectivement quelquefois, il y a le délire, et on a vu quel délire, effectivement, au niveau de l'homme qui peut tomber enceinte, et puis, etc., etc. Vous savez, la chose ne s'arrête jamais. Je vais vous citer une histoire vraie. Au Congrès américain, vous savez, ils font toujours des prières au début du Congrès américain, et un député américain, donc, fait la prière, et finit par Amen. Et il ajoute A woman. Parce que sinon, s'il ne dit que Amen, ça va pas, on parle que des hommes. Non, mais pour vous dire à quel point on peut arriver. Alors, est-ce que, là, c'est l'enseignante que je m'adresse, Lisa Kamenersik, est-ce que c'est pas aussi une question de vocabulaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de truquer et de traquer le vocabulaire pour, justement, le plier à la nouvelle idéologie du genre et en genre? Bien sûr. Bien sûr, mais ça c'est une passion socialiste, vous savez, c'est de changer les mots, de changer la langue pour essayer de changer la réalité. Tous les régimes totalitaires ont toujours fait. Orwell. Oui, c'est ça, Orwell. Il y a d'autres. Si vous connaissez peut-être La langue du Troisième Reich, qui a été écrite par son nom m'échappe, mais c'est passionnant. Ou les livres de Françoise Thom expliquent ça très bien. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Alors là où ça va très très loin, je trouve, c'est que évidemment, alors on demande aux enseignants en poste de mettre en place ce programme d'éducation sexuelle, mais on va aussi dans les inspés. Ce qu'on appelle les inspés, ce sont les anciens d'IUFM, ce sont les endroits où on forme les futurs professeurs des écoles. Et il y a un inspé en particulier qui est extrêmement actif sur ce sujet, c'est l'inspé de Lille, qui consacre là 2 semaines de formation. Donc chaque année, ils ont 2 semaines soi-disant de recherche pour les futurs enseignants. Et là, cette année, ces 2 semaines seront consacrées à l'éducation sexuelle à l'école. Donc vous imaginez, sur une année de formation, vous avez 2 semaines consacrées à la manière dont vous allez pouvoir enfin, évangéliser vos petits élèves. Vous êtes maîtresse ou maître stagiaire. Pendant 2 semaines, vous allez vous farcir la théorie du genre, comment on apprend aux enfants que la masturbation, c'est formidable quand on a 4 ans, qu'on ne dit pas un zizi ou une zézette, mais une vulve et un phallus, et pourquoi il faut le faire. C'est-à-dire évidemment avec tous les sous-jacents théoriques pour bien prouver à ces jeunes étudiants que c'est nécessaire, que c'est le progrès, etc. Et alors tous les inspés le font, mais alors l'inspé de Lille, c'est vraiment les plus actifs dans le domaine. Ça prend 2 semaines de formation pour les futurs enseignants, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En attendant, quand ils arrivent devant une classe, ils savent pas enseigner la division ou ils connaissent pas l'histoire de Louis XIV. Ça, il n'y a pas de problème. La division, l'histoire et la géographie, ce n'est rien devant le zézette et le phallus. Vous m'avez déjà dit que j'étais un être préhistorique. Vraiment, Lisa. Non. Vous savez, on va vous mettre en cadre rééducation. D'ailleurs, Sophie Audugé aussi, parce que je trouve que vraiment, vous êtes très en retard. On s'amusera bien toutes les 2, je crois. Oui, je pense qu'on va bien rire. Mais non, merci en tout cas, merci à vous. Non, c'est vrai de faire des livres pour avoir raison gardée, et c'est vrai qu'il faut arrêter cette espèce de délire de faire n'importe quoi et de prendre, comme disait l'immortel Michel Audiard, de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On n'est pas tous des abrutis, et il n'est pas question de se laisser abrutir, et surtout de laisser abrutir des enfants qui n'ont pas effectivement encore la raison et le libre arbitre et l'esprit critique. Sud Radio.